Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M pour une nouvelle émission comme chaque mercredi à 18h. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Akram Khalif. Bonsoir Amal Ingrashan. Bonsoir. Bonsoir Hamid Gemash. Bonsoir. Vous êtes le directeur de TSA. Bonsoir Ihsan Qadi. Bonsoir. Amal Ingrashan, vous êtes vous journaliste également, éditeur, et c'est votre premier CPP avec nous, de même que Hamid Gemash. Alors on va commencer par la question habituelle avec laquelle on commence chaque café presse politique. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? On commence avec vous. Akram. Rachid Nekaz. L'image de la semaine, c'était un vendredi matin de voir Rachid Nekaz, le visage tuméfié en sang. C'était choquant quand même. Ihsan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? La joie du peuple égyptien qualifié à la Coupe du Monde, grâce très forte. Penalty, oui, discutable, mais voilà, il faut jamais renoncer, c'est arrivé. La joie du peuple argentin cette nuit. Ouais. Messi, 3 buts qui envoient l'Argentine en Russie, et cette conclusion, la grande force du football pour mobiliser les populations. Et malheureusement, pour nous, je pense que il est temps de réfléchir à organiser une Coupe du Monde pour la jouer. Et la France a failli ne pas y aller aussi. Failli. Qualification de justesse. Qu'est-ce qui vous a marqué, Amal Ingrashan, cette semaine? Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le rejet de la candidature d'Abdelmalek Kamalou, présumé assassin de Ali Msili. Donc je suis très content d'apprendre la nouvelle. C'était quand même inacceptable que l'assassin présumé assassin de Ali Msili soit candidat qui plus est dans une des régions réputées pour être un bastion des luttes démocratiques, à savoir la Kabylie. Hamid Gemash, quelle est l'image marquante de cette semaine? Si je peux dire deux images, si je peux me permettre. Donc l'agression de Rachid Nekaz à Paris, et puis notre président qui reçoit le premier ministre russe, Dmitry Medvedev. Bon, pour la première, c'est condamnable, bien sûr, la violence contre quelle qu'elle soit, mais aussi de se poser la question sur cette histoire entre Sadani et Nekaz, bien sûr, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup plus qu'un simple appartement à Paris. Et puis un autre président qui reçoit Medvedev, c'est la première fois depuis mars. Donc notre président reçoit un dirigeant étranger. Voilà. La première fois depuis mars, il avait reçu le président du Congo, Sassou Nguesso. Alors vous êtes le directeur de TSA tout sur l'Algérie, vous faites l'actualité, vous êtes un site d'actualité, mais vous faites aussi l'actualité depuis quelques jours parce que vous subissez un blocage du site inaccessible à partir des ordinateurs personnels. On l'a constaté depuis quelques jours déjà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Hamid Gemash? Est-ce que le site est toujours bloqué? Visiblement oui, et pour quelles raisons selon vous? Alors le site a été bloqué depuis jeudi soir. Ils ont commencé vers 23h en fin de soirée. Donc ils ont bloqué TSA, la version française, et puis une demi-heure après, on n'a pas calculé, mais ils ont bloqué TSA Arabie, qui est la version arabophone de TSA. Le blocage a été c'est pas la même adresse IP. C'est pas la même, mais ça va vers le même serveur. Le blocage a été fait par Algérie Télécom, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait presque une semaine maintenant, on n'a pas d'explication convaincante. Algérie Télécom, verbalement, ils disent que c'est pas notre niveau.
Le ministre de la Communication hier a dit que on n'a rien à voir dans cette affaire. Donc c'est un blocage. Nous, on soupçonne que c'est un blocage. On soupçonne que c'est une forme de censure que le gouvernement ne veut pas assumer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'explication de la part d'Algérie Télécom, ni de la part du gouvernement, on a dit officiellement qu'on est bloqué, que c'est Algérie Télécom qui bloque TSA, l'accès aujourd'hui pour accéder à TSA via les réseaux d'Algérie Télécom, donc via le réseau Internet fixe ADSL, ce n'est pas possible. Via le réseau de Mobilis, donc le réseau mobile de Mobilis, ce n'est pas possible. Donc il y a un blocage, effectivement, de la part c'est un blocage volontaire. Maintenant, ce que je ne peux pas dire, qui a ordonné le blocage, ça je ne peux pas dire, j'ai pas d'informations sur ça, exactement la personne qui a dit à Algérie Télécom de bloquer l'accès, ou pour quelle raison, on ne sait pas. Donc on ignore les raisons exactes qui ont poussé la personne qui a décidé de bloquer. Juste avant de vous donner la parole, une dernière question pour ce tour-là. Est-ce que vous avez parlé d'une censure non assumée par les autorités? Est-ce que vous soupçonnez un article, quelque chose que vous auriez publié ces derniers jours et qui pourrait être à l'origine de cette censure? Non, on ne soupçonne absolument rien, on n'a rien à se reprocher. Enfin, de toute façon, s'il y a un article qui est en cause, il y a des moyens. Le Premier ministre l'a si bien dit lorsqu'il a été désigné d'ailleurs à la tête du gouvernement, remplacement de Tebboune, de Majid Tebboune. Il a dit une chose qui est très importante. Il a dit, aujourd'hui, Dieu merci, alhamdoulilah, l'Algérie, elle a les outils nécessaires pour faire appliquer la loi. Donc, il parlait de l'histoire de Tebboune et Haddad, etc., comme quoi, le précédent Premier ministre n'avait pas utilisé justement les outils légaux pour régler des problèmes. Donc il y a quand même, dans ce pays, on nous dit que c'est un état de droit, il y a une loi. S'il y a un article qui a posé problème, je ne sais pas à qui, il y a quand même... la loi, il y a la justice, il y a les outils légaux pour faire appliquer la loi. On ne peut pas parler d'un pouvoir, enfin, je ne vais pas quand même aller jusque-là, d'un pouvoir de l'ombre qui agit à 23h et qui... je ne peux pas répondre, dire que tel ou tel article, ou moi-même, venir dire oui, effectivement, j'ai fait tel article, peut-être que c'est ça qui a posé problème. Non. Pour nous, on n'a absolument rien à se reprocher de ce côté-là. On n'a pas reçu de mise au point, ni de la part depuis qu'on a commencé à travailler, on n'a jamais reçu de mise au point sur des articles d'analyse ou de commentaires, parce que bon, c'est ça où on peut dire que les problèmes peuvent se poser éventuellement. Ersan Khadi. Non, si tu permets, j'aurais deux questions à poser à Hamid puisqu'il est avec nous. La première, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que, en parlant de justice, est-ce qu'il va aller vers la justice? Ou il va demander à ce qu'il y ait une enquête ou quelque chose d'officiel? Et surtout, on aimerait bien que tu nous expliques quels ont été tes moyens les moyens avec lesquels tu as vérifié que c'était une censure et non pas un incident technique ou une panne ou autre chose. Parce que là, beaucoup de gens se posent des questions. Certaines personnes, pour se faire voir, profitent de la situation pour dire non, TSA se fait mousser et profite de ça pour son image. D'autres personnes parlent de la concomitance avec l'installation de l'abonnement avec donc ça serait bien que vous expliquiez exactement techniquement ce qui se passe. Mais non, moi je peux pas dire ce qu'ils vont faire. Donc je sais pas d'ailleurs qui a coupé pour dire ce qu'il va faire. Je peux pas anticiper sur ça. Techniquement, nous on a la preuve, on a fourni à Algérie Télécom la preuve que le problème est à leur niveau, il n'est pas à notre niveau. Le site, il fonctionne très bien en France, il n'y a pas de problème. Et ici, il fonctionne bien en dehors des réseaux d'Algérie Télécom. L'audience n'a pas chuté d'une façon brutale. Donc, ça, il ne faut pas le dire, sinon ils vont maintenir la suspension. Exact. On va dire que oui, mais après, bon, maintenant, les abonnements,
tout simplement, on a fait des abonnements, mais ça, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que TSA qui a fait des abonnements. C'est pour diversifier nos sources de revenus. Tout simplement parce que le marché publicitaire, on est en pleine crise économique. Le marché publicitaire donc est affecté par la crise. Et on considère que si on ne fait pas aujourd'hui, si on ne passe pas aujourd'hui aux abonnements, pas tous les articles, parce que bon, on pense que l'internet, quand même, sur internet, qu'il faut quand même que les gens puissent accéder gratuitement pour lire un maximum d'informations. Bon, mais il y a des contenus qui ne sont pas destinés qui sont destinés à des personnes ou à des entreprises ou à des personnes qui ont les moyens de les acheter, de payer, donc de les acheter. Donc bon, ça peut-être, mais je sais pas. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de la coupure ou non? Mais bon, c'est l'histoire des abonnements. Vous savez, lorsque vous lancez aujourd'hui un système de paiement, déjà dans un pays où on ne peut pas payer avec sa carte de crédit. Aujourd'hui, il n'y a pas pour un Algérien, il ne peut pas acheter un article sur Internet avec sa carte de crédit algérienne. Bien sûr. Parce que le cadre, ils viennent tout juste de passer, je pense, le projet de loi sur le commerce électronique, etc. Donc, peut-être en 2018 ou en 2019. Et puis après, il faut que les gens s'adaptent pour acheter des articles sur Internet. Pour le reste, sur ce que disent les gens de TSA, ils sont, je pense, franchement, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et franchement, pardon. Oui, non, l'objet de ma question, Anna, était plus pour vous pousser à aller dans la démonstration technique. Oui, la démonstration technique, on l'a fournie à Algérie Télécom. On a la démonstration technique que c'est bloqué à leur niveau. Maintenant, Algérie Télécom ne nous a pas répondu officiellement pour dire que c'est pas nous. Verbalement, ils m'ont dit, je le dis, je dois le dire, par honnêteté, ils m'ont dit que c'est pas à leur niveau. Si ce n'est pas à leur niveau, alors c'est à quel niveau? Le blocage ou la décision de bloquer? Non. Qu'est-ce qui n'est pas à leur niveau? J'ai dit, est-ce que vous avez bloqué TSA? On m'a dit non. Mais en reste, c'est-à-dire verbalement. On n'a pas un écrit, on les a saisis par écrit. On a envoyé des mails, on a fait un communiqué sur TSA pour dire que c'est Algérie Télécom qui nous bloque. Jusqu'à présent, ça fait presque une semaine, on n'a pas reçu de réponse. En tant que journaliste, bon, c'est j'aimerais bien avoir une réponse. Une curieuse affaire. Hassan Radi, on se sent concerné en tant que journaliste, de surcroît, comme vous, qui êtes un journaliste et éditeur électronique. Complètement, très inquiet depuis jeudi dernier. Alors, il souhaitait que ce soit un problème technique. D'ailleurs, nous, dans notre réunion de rédaction à Maghreb Émergent, on a évité d'aller dans le débat sur quel est l'article, le contenu que TSA aurait publié pour en arriver là, parce qu'on refuse de rentrer dans ce débat-là. On refuse strictement de rentrer dans ce débat-là. Il n'y a aucune raison, pour couper un site, une publication sur Internet à cause d'un contenu qui, s'il y a un problème, il devrait y avoir la loi. Les directeurs de publication sont identifiés, les responsables donc pénaux devant la justice pour des contenus qui poseraient problème sont identifiés, on saisit et on fait une procédure. Donc c'est totalement inacceptable. Il se trouve que effectivement on est obligé de rester dans la réserve puisque TSA lui-même n'a pas encore construit une conviction sur ce qui arrive. La piste technique, pour vous dire, on voulait la sonder par, disons, rigueur professionnelle. On s'est rendu compte, c'est sérieux, mais il faut pas en rire, on s'est rendu compte qu'il y a eu des sites pornographiques qui ont été suspendus à partir de à peu près la même période de jeudi dernier. L'accès était devenu impossible à partir d'Algérie Télécom et de Mobilis. Et on a fait une investigation pour voir éventuellement si TSA n'a pas été victime d'une manipulation technique parce qu'il serait sur le même serveur, il serait passé à la trappe en même temps que ces sites-là. Et puis on s'est rendu compte, on a posé des questions à des techniciens, que si ça avait été le cas, ça se corrige très vite. Si c'était le cas, ça se corrigeait très vite. Et donc, notre conviction est de plus en plus qu'il s'agit d'une censure politique. Ça se fait à l'ère du gouvernement Ouihia. Donc, pour moi, c'est quand même la responsabilité du gouvernement Ouihia. Je veux pas chercher un pouvoir de l'ombre. C'est la responsabilité du gouvernement Ouihia. Akram, une censure que personne ne veut assumer, si c'est vraiment une censure?
Non, c'est clairement une censure. Même moi, de mon côté, j'ai eu à investiguer sur ça. Il s'agit de blocage physique. C'est pas. Il y a un filtre qui a été posé. Il y a un filtre qui a été posé. Maintenant, la vraie question, c'est qui a décidé de ça et pourquoi cette personne qui a décidé de ça, qui a une quelconque autorité, n'a pu le faire que sur Algérie Télécom et Mobilis. Donc, c'est une sorte de demi-autorité que cette personne a. Personne, j'entends, physique ou morale. Ahmad Ingrachen. S'il s'agit d'un problème technique, il est quand même grave qu'il ne soit pas réglé après plus d'une semaine. S'il s'agit d'une censure, c'est à la fois ridicule et condamnable. Ridicule parce que de toute façon, les contenus que diffuse TSA sont accessibles d'une autre manière. Condamnable parce que en 2017, on n'a pas le droit d'agir en dehors de la loi. D'autant plus que le gouvernement Yahya se targue à chaque fois du respect de la loi. Puis voilà, et puis il y a une autorité de régulation de la poste et des télécoms qui est censée intervenir dans ce genre de situation. Il y a un service au niveau de la RPT qui est censé, de par les prérogatives de cette autorité, s'autosaisir pour régler ce problème. Ça ne s'est pas fait, donc la question se pose aussi sur l'indépendance de cette autorité, ce qui confirme d'une certaine manière l'idée de la censure. Voilà. Alors vous connaissez bien le domaine parce que vous avez été par le passé chargé de communication au sein de la RPT, l'autorité de régulation des postes et des communications. Vous pensez que dans ce cas précis, donc, la RPT doit intervenir de quelle manière? S'auto-saisir, intervenir, comment? De toute façon, il est dans les prérogatives de la RPT de régler ce genre de problème. Donc, logiquement, est-ce que, si on en croit ce que vous dites, les responsables de TSA pourraient saisir la RPT? Effectivement, ils peuvent saisir la RPT pour régler ce problème. Qui est l'autorité de régulation, donc. Oui, c'est ça. L'autorité de régulation est censée régler ce problème. Et c'est dans ses prérogatives. Vous savez ce que vous pouvez encore faire, Hamid Gemaj. Vous avez pensé à saisir la RPT. À part la saisie de la RPT qui est envisageable, quelle est la prochaine étape pour vous aujourd'hui? Attendre, ou juste attendre, ou agir? Enfin, comme l'a dit Ammar, c'est ridicule de couper l'Internet en 2017, c'est grave. Et pourtant, c'est pas le bac, hein? Et pourtant, c'est pas le bac, parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'Internet je sais pas si on peut couper l'Internet en 2017, parce que celui qui coupe l'Internet, qui coupe un site, il peut aussi, je sais pas, il peut faire beaucoup de choses qui sont illégales. Parce qu'on est dans l'illégalité. On veut pas penser que c'est ça. Mais voilà, c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'Internet, à la liberté d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème, nous, en tant que presse électronique, c'est l'absence d'un cadre légal où on peut activer dans le cadre de la loi. On est toléré, c'est ça. C'est pas interdit de créer un site internet, mais lorsqu'on regarde dans quelles conditions on peut le faire, on ne sait pas. Donc, il faut un cadre légal. C'est pas normal que le gouvernement passe, ça fait maintenant, je sais pas, 3 ans qu'il nous parle d'une réglementation pour les sites internet et d'une autorité de quad, etc. Mettre autant de temps pour faire des textes de loi pour que les gens puissent créer des entreprises, créer des sites internet en Algérie, créer des emplois, etc. On se pose la question, est-ce qu'il y a une volonté politique réelle de laisser les gens travailler librement? Hassan? J'ajouterais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'en fait on est inquiet, mais en même temps on se sent un peu coupable parce que je pense qu'on n'a pas réagi suffisamment avec vigueur quand les premières, d'abord pour réagir à ce vide-là, ensuite pour nous inquiéter un peu plus et marquer notre solidarité, notre indignation lorsque des premiers sites ont été coupés, qui sont pas directement des sites d'information comme nous le sommes.
TSA, Maghreb Émergent, Radio M, Huffington Post et d'autres. Mais par exemple, dans l'associatif, la radio de Rage, Voix des Jeunes a été coupée. On a la réaction parce que c'est aussi de la liberté d'expression qu'il s'agit. La radio des sans-voix, donc de SOS Disparu, a aussi été coupée. Et la réaction a été relativement faible, ici dans tous les cas, dans l'écosystème de la presse. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de réagir. Et je pense que nous allons réagir. J'ajouterai, parce que j'ai pas envie de compartimenter, j'ajouterai que dans ce qui s'est passé dans la presse papier aussi, il y a eu peut-être des stratégies de réponse qui sont pas les bonnes. Je pense notamment au blocage du transfert de Al-Watan vers son nouveau siège, qui lui aurait permis d'avoir de l'oxygène. Parce que c'est quand même un journal, c'est une institution, le Khabar et Al-Watan, ce sont de grandes institutions. Alors, on a subi l'affaire Al-Khabar, on l'a empêché de changer de propriétaire. Al-Watan n'a pas pu changer de siège social, et donc de pouvoir respirer parce qu'il peut toujours louer une partie de cet immeuble. Là aussi, il y a peut-être des stratégies de vouloir régler en B2B, en tête à tête. C'est pas la bonne démarche. Je pense que la bonne démarche, c'est de tous ensemble. Et aussi le journal Al-Fajr aussi, qui est un journal qui est en train de souffrir, le journal de Hadda Hazem qui pense même à déposer le bilan puisqu'elle n'a plus de revenus publicitaires assez importants, même les revenus publicitaires qu'elle avait habituellement. Qu'est-ce que vous pensez, Hamid Gmash, pardon. Ça sera pas coupé au podcast, hein. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de ministre de la communication qui a réagi sur les ondes de la radio, qui a été interrogé par l'affaire DSA. D'ailleurs, la journaliste lui a posé la question si c'était de la censure ou pas. Est-ce que sa réponse vous a convaincu? D'ailleurs, nous, on ne dépend pas de Sonel Gaz, donc on aimerait bien qu'ils nous disent quelle est notre Sonel Gaz à nous. On a pensé que c'est Alger Télécom. Alger Télécom, on va lui dire, on l'a dit déjà, il répond pas. Donc, mais dans un pays, effectivement, où lorsqu'on appelle Sonel Gaz, c'est pas évident, parce que moi, la dernière fois, pour vous raconter une petite anecdote, j'ai eu un problème chez moi. J'ai passé 3 heures à appeler Sonel Gaz, et puis c'était un problème sérieux, qui menaçait pratiquement tout l'immeuble. Et jusqu'à la fin, je lui ai dit, soit vous venez, soit vous allez demain vous retrouver avec un incendie, peut-être des morts, etc. Et difficilement, ils ont envoyé une équipe pour régler le problème. Ni Sonel Gaz, ni Alger Télécom ne répondent. On peut faire l'essai d'appeler, ils ne répondent pas. Donc, est-ce que c'est le décision gouvernement? Le gouvernement n'est pas responsable. Bon. Alors, qui est responsable? Si c'est un problème technique, effectivement, ils auraient pu le régler quand même, ça fait une semaine. À moins que c'est une attaque, qu'ils ont subi une attaque d'une grande ampleur, qu'ils veulent cacher, ce qui est très peu probable. Mais bon, pour parler aussi de la presse, effectivement, il n'y a pas que la presse électronique. Le problème, c'est que il n'y a pas que la presse d'une façon globale, parce que la presse papier aussi, lorsqu'on regarde aujourd'hui, depuis l'arrivée du Uhia, il n'est même pas invité à couvrir des événements officiels. Enfin, le Uhia est parti à Oran, il n'a pas invité la presse privée. Medvedev est venu, aucun journal privé n'a été invité, donc on s'interroge aussi sur cette nouvelle méthode. C'est du Uhia, pourquoi on s'interroge? Pourquoi donc après, il y a effectivement, dès que le chantage, il y a un chantage à la publicité. Il dit qu'il n'y a pas de chantage. Il existe un chantage à la publicité. Il ne faut pas nous dire que c'est faux. Le ministre a dit qu'il n'y a pas de chantage à la publicité. C'est l'ancien DG de la C'est l'ancien DG, exactement. Et il y a un chantage à la publicité. Et il y a des blocages qui sont là, que les journalistes vivent, que les journaux vivent au quotidien. Et le journal Al-Fajr en fait partie. Comment vous avez réagi au propos du ministre de la Communication? Est-ce qu'il vous a convaincu lorsqu'il dit qu'en fait, il n'est pas responsable de ce blocage, si blocage il y a pour TSA? Je pense qu'il aurait dû être plus clair et quand il est responsable d'un secteur où il y a des éditeurs qui sont en difficulté, il devrait parler autrement de ce problème-là et ne pas botter en touche comme il l'a fait. Donc je considère que je me sens très frustré par ce type de réponse. Il y a un chiffre effarant, c'est celui de 70 titres disparus depuis quelques années. C'est le ministre de la Communication qui l'a donné. Est-ce que cela prouve aujourd'hui, on le savait déjà, que la presse papier en Algérie passe par une crise irréversible? Bon, c'est un problème mondial. La presse papier en général est en train de souffrir un peu partout dans le monde. La publicité en elle-même est en train de se transformer. Le comportement des consommateurs de publicité se transforme aussi. J'aimerais revenir sur un truc.
on est passé à côté d'un élément très très important en évoquant l'affaire de la censure de TSA. C'est le monopole d'Algérie Télécom sur la DSL. On se retrouve aujourd'hui otage d'Algérie Télécom. Il n'y a pas d'autres providers en Algérie. Et ce n'est pas normal. Il y en avait avant. Il y en avait avant. La loi existe. Il devrait y avoir des providers privés en Algérie. Ce n'est pas possible. Il y avait même un opérateur fixe privé en Algérie. On est en train de vivre une situation qui est surréaliste. On essaie d'adapter des lois et des mentalités du Moyen-Âge à des configurations techniques du 21e siècle. C'est impossible. C'est impossible. À moins d'être la Chine, c'est impossible de censurer Internet. C'est impossible. En Chine, il y a des dizaines de providers. Il y a des alternatives à ce qui est censuré sur Internet. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'ADSL là où on veut. Il n'y a pas de e-commerce. Il n'y a pas de paiement électronique. Il n'y a pas de capacité de centraliser les sites algériens. Il n'y a pas de point des aides accessible à tout le monde. Et nous avons eu le privilège aussi, malheureux privilège, de découvrir VPN uniquement lorsqu'il y a eu ces coupures d'internet pendant le bac. D'ailleurs, TSA qui est disponible. C'est énorme le VPN. Voilà. Oui, VPN, les réseaux. Oui, pour revenir à ce que vient de dire Akram, c'est que effectivement le problème, à moins d'être la Chine, mais aussi il faut un cadre légal. Maintenant, s'il y a un cadre légal, on va vous dire, voilà, vous voulez faire un journal électronique, mais voilà, on va vous définir un certain nombre de lignes rouges. Bon, enfin, les lignes rouges, il ne doit pas y avoir beaucoup, mais il y a une seule. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Après, c'est à vous de décider de faire ou de ne pas faire. Mais il y a un cadre légal, il y a une réglementation qu'il faut respecter. On ne va pas activer en dehors de la loi, etc. Donc, il faut un cadre légal. Il faut que cette loi-là, cette réglementation sur les sites Internet, il faut qu'il voie le jour. Merci Hamid Guemache. Le Café Presse Politique revient dans un petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités Hamid Guemache, Hassan Qadi, Akram Arif et Ammar Ingrachen. Merci de nous rejoindre. Alors, on a parlé lors de la première partie, évidemment, de cette affaire qui nous concerne tous, en tant que journalistes ou pas. C'est le blocage et la censure dans des victimes TSA. La deuxième partie est consacrée à une autre sorte de polémique, plus ou moins, une politique, une intellectuelle. On va commencer par avec la politique et l'image de la semaine pour beaucoup d'entre vous, notamment vous, Akram et Hamid, c'était Rachid Nekez, victime donc d'une agression d'un membre de la famille de Ammar Saadani. C'est une image qui a choqué beaucoup d'Algériens. Pour vous, nous avons atteint un nouveau degré dans cette violence entre Nekez et Saadani, Akram. De manière claire, les provocations de l'un... Il y a une double provocation selon vous. Chacun a provoqué de son côté ? En fait, c'est clair que Rachid Nekez a beaucoup mis la pression sur l'entourage de Ammar Saadani et sur Ammar Saadani lui-même. On voit les conséquences. Beaucoup de gens dans la rue trouvent normal qu'il y ait eu ce genre de réaction. Voilà. Or, c'est pas du tout normal. Les réseaux sociaux est un thermomètre très important.
Vous pensez que les réseaux sociaux ont été plutôt favorables à Nekez ou... Selon Nahar, ouais. Selon le quotidien Nahar, en une, les Facebookers, les Facebookers, exactement, étaient d'accord avec ce qui s'est passé. Et donc, bon, ça c'est un journal qui le dit. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu des gens qui le défendaient, j'ai vu des gens qui ne le défendaient pas, qui trouvaient normal qu'il y ait qui acceptaient l'idée que quelqu'un puisse mal réagir s'il trouve quelqu'un d'autre en train de fouiller dans ses je ne sais quoi. Mais la violence reste toujours un acte condamnable. Ouais, comment vous avez réagi à cette agression vous? Ammar Saïdani aurait été agressé par Rachid Nekez, j'aurais condamné ça aussi. Ouais. Une agression, quelle qu'elle soit, c'est une agression, elle est condamnable. Maintenant, la question qui se pose, c'est cette disproportion qui existe entre l'image que Nekez veut donner de lui-même et ce qu'il fait. En fait, il agit plutôt en activiste, son projet, son cohérence, en agitateur, alors que lui, il se présente comme un homme politique, ce qui est absolument... incohérent, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui s'est porté candidat en France, ensuite en Algérie. Je vois mal un homme politique avoir deux projets pour deux pays différents. Si c'est le même projet, donc il se gourre quelque part. S'il a deux projets pour deux pays, il se gourre également. Donc je condamne l'agression, oui. Je trouve que Nekez n'est pas un homme politique suffisamment crédible pour être pris au sérieux. Voilà. Hamid Gamache, un homme politique pas crédible selon vous, Rachid Nekez? Déjà, l'agression, elle est condamnable parce que c'est pas le meilleur moyen de régler ce genre de problème, mais il y a quand même des faits sur le fait que Rachid Nekez, quand même, on ne comprend pas son acharnement à manifester régulièrement devant l'appartement de ce monsieur à Paris. Bon, si c'est le cas, il a dénoncé une fois, je pense que c'était suffisant. Et puis, il n'y a pas que lui qui a des biens à Paris. Donc, je pense qu'il choisit bien ses victimes. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas le rôle d'un homme politique qui doit plutôt avoir un projet de société, un projet pour convaincre les gens. C'est pas le rôle d'un homme politique de faire ce genre de choses, à moins que si c'est sa façon de faire, il faut que ça soit une façon qui plus ou moins touche l'ensemble des Algériens, ou des responsables algériens, ou qui ont des biens à l'étranger. Et ils sont nombreux. Et Saïdani n'est pas le seul. D'une polémique, on peut passer à une autre. Oui. Vas-y. Juste un truc à rappeler. C'est vrai que moi je considère personnellement que Rachid Nekez est un agitateur qui n'est pas en train de faire de la politique de manière sérieuse et tout. Mais d'un autre côté, il faut rappeler qu'il n'a jamais eu d'agrément pour son parti politique en Algérie. D'une politique, on passe à une autre. Eh bien, Noureddin Bokrouh n'est pas content. Ce n'est pas le mien. L'ancien ministre du Commerce et opposant aujourd'hui n'a pas aimé l'appel lancé par trois personnalités. Vous avez donné d'ailleurs l'information à TSA. Talib Ibrahimi, Ben Yelles, notamment, ont fait un appel pour faire barrage au 5e mandat. Ça n'a pas plu à Bokrouh. Est-ce que c'est une polémique nécessaire ou cette polémique ne sert à rien et qui devrait parler d'une même voix? Hassan Qadi, vous en pensez quoi? Non, je pense que Noureddin Bokrouh a fait une grossière erreur de positionnement et de communication, parce que son appel se voulait extrêmement unitaire et sans préalable politique, extrêmement large. Et je pense qu'il a manqué de sang-froid. Il peut estimer qu'on a pris des éléments de langage de sa déclaration. Dans le cadre des trois personnalités qui ont... Le troisième, c'est Ali Abdel-Nour. Mais de là à les accuser de plagiat et de faire la sortie qu'il a fait,
quelqu'un a parlé d'échec collectif de l'opposition et de toute la classe politique algérienne. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le premier pas d'une démarche unitaire qui puisse poser de manière efficace, qui interpelle les citoyens algériens sur la situation politique. On n'arrive pas, puisque on va reculer et parler de qui parraine quoi. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement dommageable. Je pense que ce qu'il a fait est extrêmement dommageable et qu'il n'a pas mesuré la nuisance de cette sortie. Encore une fois, je dis, il peut considérer qu'il a été, qu'il y a des éléments de langage qui appartiennent aux deux textes et que comme lui, il a été le premier à prendre l'initiative, que quelque part, ça touche son amour-propre. Mais de là à perdre de vue l'enjeu qui est celui de faire converger les initiatives vers quelque chose qui nous permette de sortir par le haut de la crise dans laquelle nous sommes en train de nous enliser sur le plan politique, il aurait pas dû l'oublier. Il a perdu de vue l'essentiel. Et ce n'est pas l'attitude d'un homme d'État et ce n'est pas l'attitude d'un homme politique. C'est très dommage. Amar, qu'est-ce que vous pensez de l'appel de ces trois personnalités? Ça pouvait être complémentaire avec M. Boukrour, selon vous? Moi, je pense que d'abord, il n'y a rien de particulièrement nouveau dans les déclarations des uns et de Boukrour, des trois et de Boukrour. C'est un discours qu'on a entendu à plusieurs reprises. Donc, il ne m'a pas surpris du tout. Pour ce qui est de l'attitude de Boukrour, elle est effectivement... c'est dommageable qu'un homme politique fasse ça parce que de toute manière, quand on est dans une démarche d'enclenchement d'un changement, on est censé œuvrer pour la convergence des points de vue. Ça n'a pas été le cas du côté de Boukrour, c'est dommageable. Mais encore une fois, se pose selon moi la question de la crédibilité de ces acteurs. Boukrour, on ne sait pas vraiment ce qu'il représente, au nom de qui il parle. Il est surtout un agitateur d'idées. Il n'est plus l'homme politique qu'il était à un moment donné. Je me dis, qu'est-ce que les Algériens pensent de Boukrour? Je me pose sérieusement cette question. Akram? Non, c'est totalement triste. Anna, je vais nuancer plutôt dans le côté de Boukrour, qui est quand même un intellectuel valable, crédible, qui a quand même récemment pondu un argumentaire qui était très très bien structuré. Il a eu un échange épistolaire intéressant avec le général Rderi. Je comprends pas cette attitude. Je comprends pas comment il a pu céder. Je sais pas si c'est un coup de sang qui l'a mené à ça ou bien si on lui a demandé d'agir comme ça et de bloquer ces personnes-là. Je me pose aussi des questions sur l'appel des trois aussi, qui aurait pu converger dans le sens de Boukrour. Les gens disent pourquoi Boukrour s'énerve du fait que des gens se mobilisent, mais je me demande aussi pourquoi ces gens-là n'avaient pas appuyé l'initiative de Boukrour. Et plus que jamais, on a besoin d'unité, tous. Moi, je voulais juste rappeler, Amar Ingreshen a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce type d'initiative, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Si on fait un parallèle avec le contexte du contre-choc des années 80, c'est vrai que le contexte est différent parce que c'était le parti unique et il n'y avait pas la presse relativement indépendante qui existe aujourd'hui. Et au bout de 6 mois de crise pétrolière et de chute des revenus et de tensions montantes en Algérie, je crois même que c'était avant les événements de Constantine, si je me trompe pas, et de Steve, 86, il y a eu la déclaration de Londres. Rapprochement, Ben Bella Aïd Ahmed, qui était totalement inattendu, qui a provoqué une panique dans le système algérien, tant et si bien que, tout à l'heure tu avais évoqué l'assassin supposé ou présumé de Ali Msili, il y a eu l'assassinat de Msili à qui on a reproché d'avoir réussi ce tour de force de rapprocher deux personnalités du mouvement national, de grandes personnalités, et de mettre la question démocratique au cœur du débat politique en Algérie. Aujourd'hui, quand des personnalités comme ça se rencontrent et lancent un appel, ça trace le même sillon, mais avec un contexte moins dramatique, parce qu'on n'est pas tout à fait en 85-86, le pouvoir s'est géré heureusement différemment, encore que quand on voit la censure sur TSA, enfin j'assume le mot censure sur TSA, il n'est pas aussi serein que cela, mais ces appels de personnalité contribuent à faire avancer l'alternative. C'est pas rien du tout. D'où le préjudice d'avoir réagi comme ça dans le cas de Boukrour. Moi je pense, tout dépend du camp auquel on s'adresse. Si maintenant ces trois s'adressent à l'armée, ça se comprend, ils sont dans leur rôle.
Mais s'ils s'adressent à la population, ils doivent quand même faire preuve de cohérence par rapport à ce qu'ils ont été à un moment donné pour les citoyens, voir un islamiste avec une cravate, comme dirait l'autre, un militant des droits de l'homme et un militaire s'associer pour lancer un appel, c'est pas tellement lisible. Et puis, de quel crédit politique disposent ces trois personnes? Donc, si on admettait que ces trois personnes s'adressaient à la société, le problème se pose sérieusement parce que, à mon sens, ces trois personnalités ne représentent pas grand-chose. Si elles s'adressent à l'armée, dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous. Oui, Hamid, oui. Oui, moi je pense qu'effectivement, je pense que Boukroh a eu tort d'accuser les trois personnalités de plagiat parce que il n'y a pas de plagiat. Est-ce qu'il y a un monopole des appels à quelque chose dans ce pays? Et puis la question aussi que je me pose, est-ce que en parlant du 5e mandat, est-ce que c'est ça le plus grand problème des Algériens? Est-ce qu'on peut avoir un consensus avec tout le monde et convaincre et dire aux Algériens qu'aujourd'hui le danger pour l'Algérie c'est le 5e mandat? Peut-être, mais il y a d'autres problèmes qui sont plus, qui sont peut-être, je ne m'avance pas, mais qui sont peut-être pour les simples citoyens, pour les citoyens qui sont beaucoup plus importants que ça. Donc il ne peut pas y avoir un monopole, d'autant plus. On lance un appel, on attend, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de réponse, et puis on dit aux autres, il faut pas que vous lanciez, faut pas lancer des appels, parce que moi j'ai déjà lancé un appel. Enfin, je comprends pas la logique. Hamid Guimache, la polémique, elle est aussi chez les intellectuels et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous à Amal Ingrachen parce que vous êtes l'homme par qui le scandale est arrivé. Non, je plaisante, bien sûr. Vous avez les éditions France Fanon, vous avez édité le dernier livre de Rachid Boujdra qui a émis des critiques sur quasiment tous les autres grands écrivains algériens. Il y a une polémique aujourd'hui qui s'est installée entre lui notamment et Kamel Daoud qui dit avoir déposé plainte. Pourquoi, c'est une question, pourquoi avoir accepté d'éditer ce livre en tant qu'éditeur? Il vous a intéressé quand vous l'avez lu? Bon, premièrement, j'aimerais préciser un point. Je regrette sincèrement cette démarche qui consiste à judiciariser les rapports entre intellectuels. Quelle que soit la gravité des accusations portées par les uns à l'encontre des autres, il faut rester quand même dans le débat, à mon avis. Maintenant, pour ce qui est du livre de Boujdra, moi je suis un éditeur. Et je pense qu'une maison d'édition, tout comme un journal, n'appartient pas à son directeur ou à son propriétaire. Elle appartient surtout aux lecteurs des livres qu'elle édite et aux auteurs potentiels qui seraient intéressés de publier des livres chez nous. Donc, à ce titre, je suis tenu de respecter les divergences, les différences, les différents qui existent dans notre société. Je suis censé alimenter le conflit social, pas le nier, parce que c'est le conflit social qui fait avancer les choses. La rente pétrolière l'a d'une certaine manière empêchée. Il faut absolument le réhabiliter avec les moyens qui sont les nôtres. Le fait que M. Boujdra écrive dans son livre qui s'appelle Les contrebandiers de l'histoire. Qu'ils disent que Kamel Daoud, par exemple, était un ancien membre du GIA. Est-ce qu'on peut écrire ce genre de truc aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le faire? C'est à l'auteur de s'expliquer là-dessus, mais le livre, il touche des questions beaucoup plus importantes et fondamentales, à mon avis, qui sont liées à cette démarche révisionniste qui touche l'Algérie de plein fouet. Hein. Allez-vous lire le livre, Ihsan? Bon, c'est déjà fait. On a transmis une invitation à Radio M. Parce qu'il y a une rumeur qui dit que vous ne lisez pas les livres et que vous ne voulez pas inviter leurs auteurs. Non, ici, il s'agit de Mohamed Blahi. Il est déjà invité à Radio M. Il le sera formellement dans les prochains jours. Il faut que je finisse de lire son livre. La polémique, le livre, effectivement, on a transmis une invitation via son éditeur, donc, et néanmoins journaliste et collègue Amal Ingrachen, à Monsieur Rachid Boujdra pour venir s'expliquer sur sa démarche. Lui veut traquer le révisionnisme.
Voilà, c'est d'emblée dans le livre, il dit les contrebandiers d'histoire, ce sont les traîtres d'hier qui se font passer pour des héros ou qui font passer leur ascendant pour des héros. Et il commence évidemment par Fariel Furan sur la saga des Bengana. Nous, en tant que journalistes, on a une démarche un peu différente parce que nous, on veut écouter tous les sons de cloche à partir du moment où ça ne va pas au-delà d'une certaine limite. Moi, je peux diverger avec Ammar Ingreshen sur la limite. Moi, je pense que moi, j'aurais pas laissé dire comme journaliste dans une interview à Rachid Boujdra que Kamel Daoud était au GIA, parce que je sais que c'est pas le cas. Donc ça, c'est entendu. Mais bon, ça, ce sont des appréciations de journalistes et d'éditeurs. Mais sur le reste, sur le principe, rendre visibles les positions des uns et des autres sur des parties de l'histoire de l'Algérie qui n'ont pas été suffisamment visitées ou revisitées, je pense que le débat est nécessaire parce que nous avons été beaucoup travaillés par une seule lecture de l'histoire, c'est celle des vainqueurs, dont nous sommes les vainqueurs, l'affiliation, FLN, lutte armée et indépendance, voilà, et nous sommes très bien dans nos baskets pour aujourd'hui écouter d'autres sons de cloche. Les autres sons de cloche sont vecteurs, effectivement, de révisionnisme. Ça peut poser le problème du révisionnisme. Il faut en parler, il faut rendre visible cela et engager un débat autour de ça. Et vous, Akram, est-ce que ça vous donne envie de lire le livre ou pas? Celui de Boujdra? Oui. Je pense pas le lire, non. Je pense pas le lire. Le débat est intéressant. Il est très très intéressant. Bien sûr, je condamne le fait qu'il ait assumé, enfin, qu'il ait inventé cette affiliation au GIA concernant Kamel Daoud. Je profite du fait que Ammar soit ici pour dire que je pense qu'il aurait fallu à un moment au moins lui expliquer qu'il fallait pas le faire avant de le laisser publier. Après, il faut pas censurer, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que le personnage est quand même polémique. Pas avec tout le monde. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il a dézingué une trentaine d'auteurs algériens, entre cinéastes, écrivains, etc., y compris journalistes. Et à la fin, il a rendu un vibrant hommage à Saïd Bouteflika. C'est très perturbant, c'est extrêmement perturbant. Enfin, dans un pamphlet, on peut se poser des questions. Ah, d'autant plus que vis-à-vis de la décennie noire, il a eu une vie quand même qui l'a mené à vivre ailleurs qu'en Algérie, chose qu'il reproche à certains auteurs. Il a aussi une vie, qui l'a mené à être publié chez des éditions qui sont parrainées, chapeautées par ces mêmes parrains dont il reproche l'affiliation aussi. Donc, je pense pas que Rachid Boujdra soit crédible à ce point pour avoir ce. Et je suis encore moins crédible pour le critiquer. Je respecte beaucoup. On vous laisse le mot de la fin. Que vous inspire cette polémique entre intellectuels et notamment concernant l'affaire Boujdra qui fait encore parler de lui? Oui, moi j'ai pas lu le livre de Boujdra, j'ai lu des longs extraits parce qu'on a publié un article sur son livre. Je pense qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour dire que Kamel Daoud fait partie du GIA. Je pense que c'est une accusation c'est grave pour dire ça. Il est tout à fait libre de faire sa critique des écrivains, des journalistes et des cinéastes, c'est pas ça le problème. Mais à partir du moment où on accuse quelqu'un d'avoir fait d'être un élément d'un groupe comme le GIA à un moment donné, c'est que ça pose un vrai problème. Est-ce qu'il a des preuves c'est pas parce que peut-être que Kamel Daoud lui-même l'a dit qu'il était un peu pro-islamiste ou islamiste, comme le dit, etc. Mais, à mon avis, il n'avait pas à dire que, sauf s'il a des preuves. Maintenant, s'il a des preuves, je sais pas s'il a des preuves. Voilà, mais bon, cette polémique-là, c'est pas la meilleure des polémiques parce que il y a d'autres sujets qui sont plus sérieux, plus graves, et que c'est dommage de voir effectivement des intellectuels se bagarrer sur des sujets qui ne sont pas qui n'en valent pas la peine, qui ne méritent pas, qu'on s'y attend, qui ne sont pas déjà
collés à l'actualité et enfin on attend de ces gens-là quand même qu'ils participent avec des idées, avec des projets, avec pour régler, pour résoudre, pour proposer des choses qui peuvent aider le pays à sortir de la crise. Le lien entre tout cela, le lien entre tout cela, c'est quand même notre incapacité, nous autres, Algériens, à réussir à développer des débats contradictoires sur le fond, que ce soit dans l'affaire Boukrouh versus les anciens, que ce soit dans cette affaire-là de Boudjedra. Dans la première affaire, il aurait fallu qu'il y ait un débat sur qu'est-ce qu'il faut mettre au devant. Est-ce qu'il faut être contre le 5e mandat? Hamid considère que c'est pas le pire. Moi, je suis pas d'accord. Je considère que c'est le pire. Ou est-ce qu'il faut être contre la planche à billets? Parce qu'il faut noter que Boukrouh, dans son appel, c'est ce qu'il a mis en premier, contre le recours à la planche à... C'est un débat de fond. Comment organiser une riposte, résistance civique pacifique, c'est ce qu'il avait proposé. J'aurais souhaité que le débat aille dans cette direction. Malheureusement, on est parti dans plagiat et pas plagiat. Sur le 5e mandat, j'ai pas dit que c'est c'est peut-être pas les Algériens ne considèrent peut-être que les Algériens ne considèrent pas que c'est la pire des choses. Oui, pour nous. Dans le deuxième cas, très vite, on aurait souhaité que l'interpellation sur le révisionnisme permette un débat sur le révisionnisme. Or, on est parti tout de suite, et je pense c'est dommage qu'il y ait eu ces excès qui sont coutumiers chez Rachid Boudjedra, qui lui permettent pas, y compris à lui, de faire passer son message. Parce qu'on est parti sur JIA ou pas JIA, etc. C'est un peu, alors que la question c'est jusqu'où va le révisionnisme dans les idées. Est-ce qu'il passe par les livres? Est-ce qu'il passe par le cinéma? Est-ce qu'il passe par d'autres formes d'expression artistique? Et surtout, est-ce qu'il menace sérieusement le récit national? Moi, je trouve pas. Mais c'est ça le débat. Et nous sommes incapables d'organiser des débats. Et on donne la parole à l'éditeur, Ahmad Ingrachen. Tous les sujets sont bons. Il faut pas les éviter. Du fait que nous sommes une société de tradition orale jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel des débats se font sous forme de verbiage, de confidences de chaumière dans des cafés, etc. Plutôt débat. Il n'y a pas eu de débat sérieux structuré. Donc, publier ce genre de propos qui auraient pu se tenir dans un café, un bistrot, etc., c'est une façon d'assumer ces non-dits qui, finalement, structurent réellement notre société. Donc il faut rendre visibles ces points de vue pour structurer le champ intellectuel du pays. Sinon, on n'en sortira jamais. Les vrais points de vue des uns et des autres, on ne les a pas entendus jusque-là. Il faut oser ce pas, quitte à ce qu'il y ait des dépassements. C'est à partir de ce point de vue, de ce constat, que nous avons décidé de lancer la collection Mise au Point, et nous sommes prêts à assumer tous les dépassements qui se feront dans le cadre de cette collection. C'est comme ça que les choses... Merci beaucoup, Ahmad Ingrachen. Vous êtes journaliste et responsable de la maison d'édition France Fanon. Merci, Akram Khaliev, d'être venu. Merci, Hamid Gemash, directeur de TSA. Merci, Hassan Qadi. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain à 19h, à 18h, en direct sur Radio. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.